Preview. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce module 5 de la Z700. Aujourd'hui, on va parler des load balancers qui sont spécialisés sur la couche 7 du protocole OSI, à savoir la couche applicative. Donc on va parler d'application gateway et de front door ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Quel est le programme de ce jour, de cette session AZ700? Donc dans un premier temps, on va voir l'application gateway. On verra que c'est un load balancer qui travaille au niveau d'une région Azure, c'est-à-dire qu'il n'est pas multi-région, il est vraiment dédié à la France Centre, France Centrale par exemple, Ouest Europe, North Europe, etc. Ensuite, on verra un autre load balancer qui lui s'appelle le front door. Et le front door, lui, son avantage, c'est qu'il fait globalement tout ce que fait l'application gateway, mais au niveau global, c'est-à-dire qu'il est multi-région. Et puis, si vous avez déjà suivi la session Twitch précédente, on avait parlé d'arbre de décision. On terminera l'arbre de décision à la fin pour qu'on ait bien en tête quel load balancer choisir en fonction du type d'applicatif que je vais publier dans Azure. Est-ce que mon applicatif il est on-premise, mais il a un FQDN qui doit être accessible depuis un load balancer Azure? Est-ce que mon applicatif est hébergé dans Azure? Si oui, est-ce que c'est une VM? Est-ce que c'est un ensemble de VM, donc du VMSS? Est-ce que c'est des services pass? Est-ce que cet applicatif il doit être protégé? Donc dans ces cas-là, est-ce que je peux lui adjoindre un WAF? Est-ce que cet applicatif, je vais lui adjoindre un CDN, donc un Content Delivery Network, qui va me permettre de mettre en cache le contenu statique ou dynamique directement au plus proche des utilisateurs? Bref, vous voyez, toutes ces questions-là, on va se les poser ensemble aujourd'hui. Et à la fin de cette session, vous serez en mesure de choisir le bon load balancer en fonction de votre besoin. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer bien en tête les explications. Avant de parler des explications, n'oubliez pas, messieurs, dames, de faire les labs. Je vous renvoie les labs qui sont gratuits, qui sont proposés par Microsoft et qui sont vraiment très bien faits. Donc là, pour la petite histoire, on est au 5e module de la Z700. On aura fait à peu près, à la fin de cette journée, de cette session, on aura fait un peu plus que la moitié de la Z700. Donc faites les modules pour réviser la certif. On va parler application gateway. Donc l'application gateway, c'est un load balancer qui travaille comme le front door sur le layer 7. Alors, layer 7 veut dire HTTP, HTTPS. Mais sachez que j'ai vu passer ça dernièrement. Maintenant, l'application gateway va travailler sur du TCP et sur du TLS. C'est en preview. Et je crois que c'est ici que je voulais vous le montrer. Mais on permet depuis peu, en preview, d'utiliser du TCP et du TLS. Et TCP et TLS, c'est sur la couche 4. Donc bizarrement, je trouve que Microsoft est en train de faire en sorte que l'application Gateway se rapproche de l'Azure Load Balancer. Puisque l'Azure Load Balancer, lui, gérait pour le coup la couche 4. Et ben, l'application Gateway, lui, il était dédié à la couche 7. Et ben, l'application Gateway gère maintenant la couche 4 et la couche 7 au sein d'un même load balancer. C'est un point qui est important. Donc, vous n'aurez pas forcément l'assertif, la question, parce que c'est très récent et c'est en preview, mais sachez-le. Ensuite, l'application Gateway, lui, il va se baser sur ce qu'on appelle des listeners pour pouvoir répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc un listener, c'est ni plus ni moins qu'une entité qui va vérifier au travers des demandes de connexion entrantes, qui vont utiliser un port, un protocole et une adresse IP. Et à partir de ces paramètres-là, il va rediriger avec des règles de routage sur ce qu'on appelle des back-end pools. Donc un back-end pool, pour rappel, c'est ni plus ni moins que vos ressources Azure qui vont recevoir les requêtes. Et dans l'application Gateway, il va gérer, par exemple, dans Backend Pool, tout ce qui est VM, tout ce qui est VMSS, mais aussi, depuis peu, les conteneurs. Alors ça aussi, c'est très récent. Je vous envoie la doc. Mais maintenant, l'application Gateway, il peut avoir dans son Backend Pool des conteneurs. Donc, si vous connaissez un peu Kubernetes, c'est basé sur l'AGIC, la GIC de Kubernetes. Donc, on va pouvoir avoir un cluster Kubernetes basé sur l'application Gateway pour la redirection du trafic. Donc, je vous ai envoyé le lien là aussi dans le chat. Donc, il gère les conteneurs. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, il gère aussi les app services. L'application Gateway. Alors, l'application Gateway, il fait plein de choses. Mais alors, vraiment, plein de choses. Donc, une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va supporter les WebSockets.
mais aussi HTTP en 2. Il va embarquer un Web Application Firewall, un WAF, qui va vous permettre d'agir soit en mode détection, soit en mode prévention. Et quand il est en mode prévention, et ben forcément, il va dropper les paquets en plus de les détecter. Donc c'est plutôt pas mal en termes de protection, puisqu'il va être basé, ce WAF, sur les règles OWASP, que vous connaissez peut-être sur Internet. On va dire le top des vulnérabilités, le top 10 des vulnérabilités. Donc on va retrouver tout ce qui est cross-scripting, tout ce qui est injection, etc., SQL. Il peut aussi, l'application Gateway, faire de la redirection. Alors redirection, il y a deux types de redirection. Il y a la redirection de HTTP vers HTTPS. Moralité, l'utilisateur, il va taper http://tata.com et il va être redirigé automatiquement sur https://tata.com. Donc il fait de la redirection par rapport au protocole, mais il fait aussi de la redirection en cas de maintenance. Imaginez, vous avez une maintenance de votre site web et vous les redirigez vers les utilisateurs vers une page web qui dit site web en maintenance. Et vous allez pouvoir faire une redirection temporaire pendant que vous mettez à jour vos back-end pools derrière l'application Gateway. Il fait réécriture d'entête HTTP. Je vais y arriver. En-tête, oh là là, en-tête, HTTP header, hein, je pense que tout le monde me comprend. Il fait du custom error page. Alors ça, c'est tout nouveau, enfin c'est relativement récent. Donc vous allez pouvoir avoir l'application Gateway qui va vous permettre de créer une page d'erreur custom au lieu d'afficher par défaut une page de type erreur 303, etc., etc. Il fait aussi du drainage de connexion. Alors le drainage de connexion, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand vous avez une maintenance. Donc le drainage de connexion, ça va permettre d'éliminer, on va dire délicatement, les membres d'un back-end pool lorsqu'il y a des mises à jour planifiées. Et donc en gros, il va leur laisser le temps à ceux qui ont des connexions en cours de terminer les connexions et puis après de se désinscrire du back-end pool pour permettre aux nouvelles requêtes de ne plus arriver sur des nœuds qui sont en maintenance. Donc ça permet de faire une mise à jour en douceur d'une certaine façon de vos back-end pools sans trop impacter les utilisateurs. Il fait aussi du scaling automatique. Alors il y a deux types de scaling, il y a manuel, automatique. Moi j'avais un client par exemple qui faisait du scaling manuel, donc qui disait je veux toujours 2 nœuds et je veux avoir jusqu'à 4 nœuds maximum en fonction de la montée en charge. Et sachez que pour le coup, ce client, le jour où je lui ai dit coche la petite case scaling automatique, où vous pouvez partir de 0 et vous pouvez monter à 4. Alors quand on dit 0, c'est pas du scale to 0. C'est-à-dire vous n'avez plus l'application Gateway qui n'existe plus s'il n'y a pas de connexion. Il y a toujours de la disponibilité du load balancer. Mais en gros, ce client, quand il a mis le scaling automatique en place, il s'est rendu compte qu'il avait économisé à peu près 30 à 40% des coûts de l'application Gateway, puisque là, c'est Microsoft qui va mettre à disposition des instances en fonction du nombre de requêtes arrivées. Plutôt que d'avoir 2 instances tout le temps allumées, il en avait une ou jusqu'à 4 qui étaient utilisées en fonction du nombre de requêtes. Et puis, bien entendu, l'application Gateway va utiliser ce qu'on appelle les AZ, les Availability Zones. Donc, il faut comprendre que vous pouvez avoir plusieurs instances d'application Gateway qui vont être réparties chacune d'instances sur une zone de disponibilité, mais vous pouvez aussi gérer les zones de disponibilité au niveau du back-end pool. Donc là, il est vachement intéressant l'application Gateway, puisque concrètement, vous allez pouvoir répartir le load balancer entre plusieurs zones. Donc on va faire de la redondance interzone, mais vous allez en plus pouvoir répartir les VM, VMSS entre différentes zones de disponibilité. On verra que le front door, lui, ne gère pas ça. C'est une des différences. Et puis, l'application Gateway, il va faire aussi la gestion des certificats. Et alors là, ça devient intéressant parce que au niveau gestion des certificats, il va gérer ce qu'on appelle le SSL offloading, donc le déchargement
SSL. Allez, je vais l'appeler déchargement SSL. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez arriver en HTTPS sur l'application Gateway. Et pour rediriger les flux vers votre backend pool, il va prendre le protocole HTTP. Ce qui fait que vos backend pools, ils vont plus être utilisés pour toute la couche de chiffrement, déchiffrement, ce qui va prendre du CPU, de la RAM sur vos backend pools. Là, en gros, les requêtes, elles arrivent en HTTP, donc ça leur permet de leur libérer des ressources pour répondre aux utilisateurs. Donc, il fait du déchargement SSL, et puis il fait, au niveau des certificats, le renouvellement automatique au travers d'un key vault. Alors, ce n'est pas valable pour tous les types de certificats. Il faut que le certificat il fasse partie de Global Sign, je crois, de mémoire, et DigiCert. En tout cas, il y en a 2 sociétés qui ont un partenariat comme ça. Et en gros, via les API, vous allez pouvoir définir une date de renouvellement automatisée de vos certificats auprès des autorités de certification. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal et ça marche avec un Key Vault et un de ces 2 prestataires que j'ai cités. Au niveau des certificats aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il fait du chiffrement de bout en bout. On verra que ça aussi, vous pouvez le faire avec le front door quand vous adjoignez au front door une application Gateway. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Je vous ai parlé... Bah ouais, je trouve qu'on a vu pas mal de choses en peu de temps. Je vous ai parlé des listeners aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'application Gateway. Ça commence à faire beaucoup là d'un coup. Je bascule sur la tablette et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc la première chose, c'est qu'on a un listener. Donc le listener, c'est vraiment une entité qui va vérifier les demandes de connexion entrantes basées sur le port, le protocole et l'IP et l'hôte à atteindre. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'application Gateway, pardon, il peut soit avoir une IP publique, soit avoir une IP privée, soit les deux. Par défaut, quand vous le créez avec une portée publique, donc il va avoir une IP publique, mais vous pouvez lui adjoindre une IP privée. Donc ça, c'est un point important. Et quand vous allez créer un listener, en gros, vous allez avoir le choix entre un listener qu'on appelle de base ou un listener qu'on appelle multisite. C'est assez simple à comprendre. Multisite. Quand on part sur du de base, toutes les requêtes qui vont parvenir à l'application Gateway pour tous les domaines vont être acceptées et transmises à un pool de back-end. Par contre, quand on prend du multisite, là, dans ces cas-là, c'est quand vous avez des requêtes HTTP vers différents back-end pools en fonction de l'entête de l'hôte ou du nom d'hôte, donc en fonction du nom de domaine qui aura été choisi. Donc là, dans ces cas-là, l'application Gateway, il va plutôt se comporter comme un reverse proxy. D'ailleurs, c'est un reverse proxy, puisque ce qu'on vous dit quand vous utilisez l'application Gateway, son IP public, vous allez les mettre, vous allez la définir dans les enregistrements DNS de vos domaines. Et donc, quand un utilisateur va arriver sur vos noms de domaine, quand il va taper toto.com, le nom de domaine, lui, toto.com, il pointe sur l'adresse IP publique de l'application Gateway et l'utilisateur va se connecter à l'application Gateway avec ce nom de domaine. Et donc, quand vous êtes en multisite, vous allez pouvoir héberger plusieurs noms de domaine sur l'application Gateway. Quand vous êtes en base, vous partez du principe que toutes les requêtes vont vers le même nom de domaine. Le multisite aussi permet de gérer les sous-domaines. Donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre une wildcard et dire moi, j'arrive sur sub1.toto.com et donc il va rediriger l'utilisateur vers tel nom de domaine plutôt que tel autre. Donc vous arrivez là-dessus, on va créer une règle de routage. Ces règles de routage vont définir le comportement de l'application Gateway par rapport aux paramètres HTTP, HTTPS. Et en fonction du nom de domaine qui a été tapé dans le navigateur de l'utilisateur, il va se retrouver soit sur une VM, soit sur un VMSS, soit sur un FQDN on-premise, et même si le schéma n'est pas à jour, soit sur une web app
ou on l'a vu maintenant, on peut même faire de la conteneurisation quand on est sur de l'AKS avec de l'AGIC. Je vous ai envoyé les liens dans le chat. Donc ça, c'est la base de l'application Gateway. Ensuite, je vous ai dit que l'application Gateway, je vous ai dit, je vous en ai pas trop parlé, il peut faire ce qu'on appelle du path-based routing ou du multi-site routing. Donc dans le path-based routing, vous allez taper l'URL et à la fin de l'URL, vous allez taper /image. Et dans ces cas-là, vous allez être redirigé vers un backend pool qui contient toutes les images de votre site web. Ou alors vous allez taper l'URL avec /vidéo et vous allez être redirigé vers des serveurs qui vont héberger vos vidéos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le path-based routing. Et puis, il permet aussi de faire du multi-site routing, où là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va, en fonction du nom de domaine tapé, être redirigé, si on tape contoso.com, vers le backend pool qui héberge mes ressources Contoso, donc mes sites web Contoso, ou Fabricam, vers le backend pool qui héberge, bien entendu, mon site web Fabricam. Donc c'est là où il se comporte vraiment comme un reverse proxy. C'est un produit qui est quand même stable, qui a plusieurs années chez Microsoft et qui est énormément utilisé par nos clients. Donc on a vu le multi-site routing. Et là maintenant, si on résume tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on voit que le front-end, c'est une IP. D'ailleurs, cette IP, elle est statique dans la version 2 de l'application Gateway. Dans la version 1, elle n'était pas statique. Mais maintenant, tous nos clients sont sur de la V2. On verra qu'il y a plusieurs versions de l'application Gateway quand je vais le déployer. Ensuite, on définit un listener qui va regarder le port, l'IP, le certificat que vous lui aurez adjoint. Et vous pouvez même faire du déchargement SSL. Et donc, dans ces cas-là, on arrive en HTTPS, on repart en HTTP. Et puis, bien entendu, vous avez les règles de routage vers le backend pool qui vont être définies. Et l'HTTP setting va vous permettre d'adjoindre à vos backend pools ce qu'on appelle une custom probe. Donc une custom probe, une probe c'est quoi? C'est une sonde d'intégrité. Et donc en gros le principe c'est qu'on va checker de manière régulière la santé des nœuds qui sont dans vos backend pools. Donc c'est une sonde d'intégrité qui va se baser sur le protocole HTTP, HTTPS et qui va dire par exemple au bout de 3 tentatives où un nœud ne m'a pas répondu, je sorte ce nœud du backend pool parce que je considère que le nœud il est down et donc les requêtes des utilisateurs seront reparties sur les autres nœuds. Voilà la logique qu'il y a derrière l'application Gateway. Si maintenant on regarde un peu une application Gateway que j'ai au préalable déployée pour vous, je l'ai appelé App Gateway. Donc on voit que l'application Gateway, il a une IP publique qui lui est associée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit aussi que quand vous créez une application Gateway, il a besoin d'être joint à un réseau virtuel et que dans ce réseau virtuel, il va prendre un subnet pour se déployer. Vous voyez, il est juste ici ce subnet. Je l'ai appelé AG. Donc maintenant, si on revient à l'application Gateway en tant que telle, on va commencer dans Configuration. Donc là, on vous parle du tiers. Donc je vous disais qu'avant, vous aviez la V1 et maintenant on est en V2. Donc la V1, il n'y avait pas forcément d'IP statique. Il y avait des performances qui étaient moindres que la V2. Donc si vous recherchez des performances, passez toujours sur la V2. Et vous pouvez lui adjoindre un WAF, ce que je n'ai pas fait moi là pour l'instant. On va le voir ensemble. Et donc dans ces cas-là, en mettant un WAF V2, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir filtrer les types d'attaques les plus connus. Alors il y a du Spring4Shell, il y a du Log4j aussi dont je n'ai pas parlé dans le WASP. Vous allez pouvoir créer des règles, mais ça on va le voir après. Ici on va pouvoir définir le scaling. Donc là vous voyez minimal 0, maximum 10 instances de mon application Gateway seront disponibles pour mes utilisateurs. Sachant que 0 ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hot dispo de l'application Gateway. Le Web Application Firewall, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est juste ici que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je l'ai défini sans WAF, donc en standard V2. Donc là, je le définis avec un WAF, et dans ces cas-là, il va falloir que je crée une Web Application Firewall, une WAF Policy,
pour répondre aux 10 requêtes, aux 10 types d'attaques les plus communes sur Internet. Vous voyez, c'est ici, donc qui sont contenus dans le WASP. Donc là, moi, je vais l'appeler comment d'ailleurs? Je vais l'appeler WAF au WASP. Voilà. Je peux lui adjoindre une protection bot pour toutes les requêtes qui seraient malicieuses en provenance de bots, donc tout ce qui est automatisé comme attaque. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit save et dans quelques instants, je vais avoir un WAF qui va être intégré à mon application Gateway. Donc je vous ai montré ça pour vous dire que vous pouvez très bien le déployer sans WAF et ajouter le WAF juste après. Ensuite ici, j'ai créé un backend pool que j'ai appelé website. Ce backend pool, alors j'ai pas ajouté des VM, j'ai pas créé des VM, mais là vous le voyez, on va pouvoir ajouter à mon backend pool des VM, des VMSS et même des web apps. C'est ce que je vous disais en préambule. Vous pouvez ajouter un backend pool sans target, donc sans cible. Vous pouvez le faire par exemple à la création d'App Gateway. Donc on a vu les backend pools. On va parler maintenant des listeners qui sont très importants. Donc là, vous voyez, j'ai créé un listener sur le port 80. Donc c'est un listener de type basique. Ce listener-là, il va prendre en compte le protocole 80. Donc vous voyez, il est en basique. On peut ici définir les custom error page. Je vais en fonction du type de code d'erreur remonté, en définissant ici l'adresse de ma page web pour que ça soit autre chose qu'un truc standard pour mes utilisateurs. Ici, on va pouvoir, alors ça c'est tout nouveau, je vous en ai parlé tout à l'heure, faire du TLS sur l'application Gateway avec un listener en preview. Ensuite, le backend pool, je vous en ai parlé. On va parler maintenant du backend setting. Donc le backend setting, vous allez définir des paramètres additionnels. C'est ici par exemple que vous allez définir le hostname utilisé par vos utilisateurs pour accéder à l'application Gateway, le fameux connection draining dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, le fait que j'ai une maintenance planifiée et je veux que petit à petit, les connexions existantes sur mes nœuds soient purgées en douceur pour que mes utilisateurs puissent continuer à travailler sur mon application, sur mes backend pools en fonction des mises à jour que je fais sur mes différents nœuds. Vous avez la possibilité de gérer, alors ça j'en ai pas parlé, les cookie-based affinity. Donc le principe c'est que un même utilisateur qui reviendra sur l'application Gateway sera bien souvent redirigé vers le même nœud pour lequel il avait déjà eu des interactions au préalable. Donc ça c'est basé sur le cookie-based affinity. L'application Gateway, je vous ai dit qu'il pouvait avoir une IP publique et une IP privée. C'est ici que ça se configure. Là, vous voyez, mon application Gateway, il n'a qu'une IP publique. Donc, c'est cette IP publique-là que je vais mettre dans les noms de domaine qui hébergeront mes différents sites web. Alors, sachant que moi, j'ai créé qu'un seul listener en basique. Donc, théoriquement, je vais avoir qu'un seul nom de domaine qui va être hébergé derrière mon application Gateway. Quand vous utilisez une version standard V2, vous pouvez maintenant, c'était pour le front door ce que j'allais dire, on verra ça plus tard, mais quand vous utilisez une version standard V2, vous pouvez rendre accessible votre application Gateway au travers d'un autre réseau virtuel via une connexion qu'on appelle Private Link. Donc là, le principe, c'est que un utilisateur va créer un private endpoint dans un subnet d'un VNet du même tenant, par exemple, et il va pointer ce private endpoint sur l'application Gateway. Je vous ai parlé de la réécriture d'entête HTTP. C'est ici que ça se passe. Donc ici, et vous pouvez baser ça, encore une fois, sur des règles. Par exemple, là, je vais faire un rewrite header. Et là, je vais définir les conditions d'exécution de ma règle. Vous voyez, par rapport à certaines variables. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai un client qui m'avait posé la question. Il y avait des auditeurs qui s'étaient rendus compte qu'ils arrivaient à connaître, par exemple, la version du serveur dans les backend pools. Est-ce que c'était du DZS, de l'Apache, etc. Ici, vous allez pouvoir cacher d'une certaine façon les réponses HTTP en fonction de certains types de requêtes en réécrivant la réponse
ou en réécrivant la requête de l'utilisateur. Voilà un cas d'usage que vous pouvez faire avec le rewrite. Votre sonde d'intégrité, vous pouvez la définir dans elseprobe. Vous voyez, donc c'est basé, je vous le disais tout à l'heure, soit sur le protocole HTTPS, soit sur le protocole HTTP. Vous définissez le chemin à checker. Vous définissez l'intervalle. Au bout de combien de non-réponses d'un nœud je le sors. Donc là, par défaut, c'est 30 secondes avec 3 thresholds. Donc au bout de 1 minute 90 secondes, donc 1 minute 30, je sortirai le nœud de mon backend pool. Et puis un point important, c'est que quand vous avez des nœuds dans votre backend pool, vous voulez avoir un état de ces nœuds et savoir un peu dans quel état ils sont. C'est-à-dire, est-ce que tous mes nœuds répondent, sont vus comme étant up and running par l'application Gateway? Et bien, ça va être dans Backend Else que vous allez pouvoir le voir, juste ici. Ah, alors j'ai une question. Elle met combien de temps à être dispo l'instance App Gateway pour répondre à une première requête? C'est instantané. Est-ce qu'on peut mixer pass et multisite? Oui, bien entendu. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, WorkG33K, mais vous pouvez mixer dans un même application Gateway du pass-based routing, du multi-site routing, sans aucun problème. C'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Et ben, ce que je vous propose, c'est d'attaquer la partie front door ensemble, si ça va pour tout le monde. Ok, pas de questions particulières. Donc on a vu l'application Gateway, on a vu qu'il faisait beaucoup de choses. Et ben maintenant, on va parler du front door. Donc le front door, il existe en plusieurs versions. Une version où vous allez lui adjoindre un CDN, un Content Delivery Network, une version en premium qui va bénéficier, entre autres choses, des private endpoints, des fonctionnalités private endpoint pour accéder à un service pass via une adresse IP privée, quand ce service pass n'aurait pas forcément d'adresse IP privée. Donc le principe du front door, c'est que c'est un load balancer qui est multi-région. Et lui aussi, comme l'application Gateway, il fonctionne sur la couche 7. Donc si je reviens au préalable à mon petit mind map, le front door, lui, il travaille lui aussi sur la couche 7. Il travaille sur la couche 7 et vous allez voir qu'il va faire globalement tout ce que fait l'App Gateway. Alors, il a plusieurs méthodes de routage basées sur la méthode de routage. Donc, il a des méthodes de routage basées sur la latence, la priorité, la pondération et bien entendu sur l'affinité de session. Affinité de session qui est un peu le même principe que vous retrouvez sur l'Azure Load Balancer. Alors lui, le front door, comme il est global, eh ben, il va avoir une autre méthode pour gérer les protocoles HTTP et HTTPS. Lui, en fait, il va baser son utilisation sur le protocole qu'on appelle Unicast. Donc avec du split, donc ce qu'on appelle du fractionnement, je crois en français, du split TCP. Donc, en fonction de la méthode de routage que vous allez choisir, vous pouvez faire en sorte que front door route les demandes de vos clients vers le back-end d'applications offrant les plus hautes performances et la meilleure disponibilité. Et donc, le split TCP, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de réduire les latences et les problèmes liés au protocole TCP en fractionnant les connexions dont les durées de parcours circulaires seraient trop élevées. Voilà globalement ce que c'est que le fractionnement TCP. Donc, comme l'application Gateway, il a une sonde d'intégrité, sauf que lui, le front door, pour avoir accès à un backend pool, alors on n'appelle pas ça un backend pool sur un front door, en gros c'est ce qu'on appelle un origin. L'origin, en gros, il va prendre plusieurs formes, mais c'est toujours un endpoint qui est public, globalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir plein de services différents que vous allez pouvoir utiliser dans l'origine. Par exemple, vous allez pouvoir rediriger les requêtes vers un storage account. Vous allez pouvoir rediriger les requêtes vers un service pass, une web app par exemple. Mais vous allez pouvoir aussi rediriger les requêtes sur un app gateway. Alors là, ça devient intéressant.
Pourquoi on fait ça? Enfin, pourquoi on vous propose ça? Bah, tout simplement parce que dans le front door, lui, comme il veut un endpoint public, il n'arrive pas à rediriger les requêtes finement dans les différents data centers d'une région. Le principe du front door, c'est que lui, il envoie sur une IP publique. Mais après, ce qui se passe derrière, il ne le gère pas. Et donc concrètement, quand vous lui mettez un app gateway derrière le front door, ça permet que le front door va envoyer les requêtes à l'app gateway qui va lui gérer les zones de disponibilité dans une région Azure. Alors il n'y a pas que ça comme avantage de passer par l'app gateway pour être transparent avec vous, mais il y a la gestion des AZ et il y a aussi ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout, SSL de bout en bout. Donc du client au serveur, il va y avoir un chiffrement avec gestion des certificats, etc. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait, comme l'app gateway, il va faire du déchargement SSL. Il fait aussi, il fait quoi l'affinité? Il fait de la redirection d'URL, mais aussi de la réécriture d'URL. Il a un WAF. Par contre, contrairement à l'application Gateway qui ne peut pas en bénéficier, eh ben, le front door, lui, il peut bénéficier d'un CDN, donc d'un Content Delivery Network. Et d'ailleurs, le CDN qui est utilisé, ça peut être soit les CDN Microsoft, soit un CDN de type Edgio. Alors, c'est quoi tout ce que je vous raconte? C'est quoi un CDN? Le principe, c'est que moi, je suis basé à Lyon. Et il n'y a pas de région Microsoft à Lyon. Je pense que tout le monde est d'accord. Il y a France Sud qui est Marseille. Il y a France Centre qui est Paris. Dans tous les cas de figure, moi, je suis à Lyon. Si je veux accéder à un site web qui est hébergé dans Azure, je vais me connecter à la région France Centre, qui va être la région la plus proche de moi. France Sud, on la met de côté, puisque comme c'est Marseille, c'est utilisé pour du PRA. Donc, je ne vais pas y accéder. Le truc, c'est qu'une fois que je vais être connecté à la région France Centre, à la ressource, eh ben, les prochaines fois que je vais revenir, il faudra que je me connecte à Paris à chaque fois pour avoir accès aux mêmes ressources. Et le principe du CDN, c'est qu'on va pouvoir mettre en cache le contenu statique ou dynamique au plus proche de l'utilisateur. Si Microsoft a un CDN dans une région proche, eh ben, on va utiliser le CDN de Microsoft, mais vous pouvez aussi vous adjoindre le CDN d'Edgio, qui est un service supplémentaire, où là, si par exemple Edgio a des partenariats avec un data center qui sera à Lyon, eh ben, je vais pouvoir mettre en cache le contenu de Paris dans des data centers qui sont à Lyon. Et quand je reviendrai les prochaines fois, le contenu qui est mis en cache à Lyon, que ça soit du texte, des images ou des vidéos, apparaîtra plus rapidement sur mon navigateur. Donc c'est ça le CDN. Et ça, le front door permet de le faire, mais pas l'application Gateway. C'est une des fonctionnalités. Et puis autre chose aussi, ce que fait le front door, c'est qu'il y a une prise en charge d'IPv6 qui est native. Et ça, c'est un point important. Mais comme pour le coup, l'application Gateway, il va gérer aussi l'HTTP/2. Comme le front door, il va gérer des noms de domaine personnalisés. Nom de domaine personnalisé. Vous pouvez lui adjoindre vos propres noms de domaine. Par défaut, en fait, quand vous allez créer un front door, il va avoir un nom de domaine qui va être géré par Microsoft. D'ailleurs, on peut regarder ça ensemble maintenant. Mais quand je vais dans la marketplace, je vais taper front door. Et ici, vous voyez, je vais avoir plusieurs possibilités pour créer mon front door. Donc la première chose, c'est que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions de front door, la version standard, la version classique et la version premium. En fait, c'est ici que ça se passe. Quand vous cochez cette petite case, vous pouvez passer sur du classique, mais vous n'aurez pas, par exemple, les private endpoints à disposition, mais c'est la version la moins chère. Comme vous pouvez partir sur du premium, et quand vous partez sur du premium, vous allez avoir accès à certaines nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, le private endpoint en fait partie. Et là, vous voyez, en classique, en standard ou en premium, vous pouvez lui adjoindre un CDN basé sur Edgio ou basé sur Microsoft. Si maintenant je retourne ici, si je fais un custom create, là, on va pouvoir choisir la version standard ou premium. On va choisir un resource group et à partir du choix du resource group, il va me choisir la région de création de l'Azure Front Door. Alors, objectivement,
Cette région, elle est juste là à titre informatif dans l'interface Azure, puisque comme c'est un service global, il est multi-région. Là, je vais nommer mon front door, donc je vais l'appeler AFD Demo PP. Je vais le mettre en premium parce que, admettons, je veux utiliser, encore une fois, le Private Endpoint. Dans cette interface-là, donc dans cet onglet Secret, on va pouvoir définir, si on a notre propre nom de domaine, on va pouvoir stocker le certificat SSL de ce nom de domaine dans un Key Vault et donc dire au front door, OK, pour ce nom de domaine-là, qui est mon propre nom de domaine, je veux que tu ailles choisir le certificat associé à mon nom de domaine directement dans un Key Vault. Donc c'est ici que ça se passe. Donc c'est un paramètre qui est optionnel, parce que tout le monde n'a pas de nom de domaine personnalisé avec son propre certificat dans Azure. Ensuite, dans Endpoint, là, je vous ai dit que au final, l'application Gateway est basée sur des endpoints pour envoyer les requêtes. Et que ces endpoints étaient contenaient des origin groups, qui étaient ni plus ni moins qu'un ensemble de ressources qui allaient recevoir les requêtes des utilisateurs. Et à travers des règles, vous allez définir les critères qui vont faire que les utilisateurs vont être redirigés vers tel origin group plutôt que tel autre. Et un des critères, ça peut être bien entendu les méthodes de routage, mais aussi le nom de domaine qui est associé. Donc là, je fais un add endpoint. Je vais nommer ce endpoint, comment je peux l'appeler d'ailleurs ce endpoint, démo. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a généré un endpoint hostname automatiquement basé sur azurefd.net, le fameux nom de domaine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pas mon propre nom de domaine, hein. C'est un nom de domaine qui est fourni par Microsoft. Ici, je vais commencer par créer une route vers mon endpoint. Donc, je vais définir cette route. Cette route, elle doit mapper le nom de domaine et l'URL pass vers un origin group. Donc, ce name de route, je vais l'appeler route HTTP, site web global. Ça va être plus parlant. Si j'ai mon propre nom de domaine, je peux le rajouter ici. Donc là, vous faites un add new domain. Et vous voyez que dans Azure, on peut soit héberger ces noms de domaine achetés auprès de Microsoft dans Azure DNS, soit utiliser un nom de domaine qui est hébergé par un tiers. Et dans ces cas-là, vous allez définir les zones. Donc faire de la délégation de zone de ce nom de domaine directement ici. Donc le nom de domaine, il peut être soit prévalidé par Azure, soit non validé par Azure. S'il n'est pas non validé par Azure, il faut lui donner toutes les informations pour le valider. Une fois que, donc moi, je n'ai pas de nom de domaine à disposition, donc je vais utiliser le nom de domaine que j'ai créé précédemment avec vous. Vous définissez les patterns dans les requêtes de vos utilisateurs qui doivent matcher pour renvoyer vers tel origin group plutôt que tel autre. Vous définissez, donc par défaut, c'est du slash. Donc tout ce qui est derrière le slash va être utilisé pour envoyer vers tel origin group. Vous définissez les protocoles HTTP only, HTTPS ou les deux. Vous avez cette petite case, on a le même principe sur l'application Gateway qui va permettre de rediriger le trafic, par exemple HTTP vers du HTTPS pour obliger les utilisateurs à se connecter de manière sécurisée à votre site web, quand bien même ils taperaient HTTP dans le navigateur. Et puis là, vous allez devoir créer les fameux origins. Donc, un origin group, c'est un ensemble de ressources qui vont être load balancées à partir des requêtes de vos utilisateurs. Donc là, je vais appeler ça web app parce qu'on va dire que mon origin group, il est basé sur des web apps. Regardez, ici, je vais définir origin type. Vous voyez, j'ai tout ça comme possibilité. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on va avoir l'application Gateway, on va avoir des sites web, on va avoir des storage accounts, on va avoir des sites web statiques, donc les fameux static web apps qui sont ici. On va avoir l'API management, on va avoir l'application Gateway dont je vous parlais tout à l'heure. On peut même adjoindre derrière un front door un Azure Load Balancer. Alors si vous regardez l'arbre de décision, ça peut être quand vous avez que des VM derrière. Moi je dirais que c'est discutable parce que si vous faites ça, ça va être au final, vous allez perdre toutes les fonctionnalités de type déchargement SSL, vous allez perdre les fonctionnalités de type hébergement des certificats, etc., etc. En tout cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez définir une public IP. Et même si vous avez des développeurs qui développent en Spring, vous pouvez le définir ici. Et les conteneurs apps, les conteneurs instances, les ACI,
les ACA que vous connaissez sans doute dans Azure, vous pouvez les définir ici. Ensuite, si vous êtes en version premium, vous allez pouvoir activer le service Private Link sur l'application, sur le front door, pardon. Donc ici, je vais choisir, dans mon cas, App Service, pourquoi pas. Je définis le hostname de mon App Service. Et à ce moment-là, en faisant un add, je vais avoir, vous voyez, l'origine hostname qui est définie. Et avec une priorité 1 par défaut. Donc la priorité, pour rappel, c'est priorité 1, je renvoie toutes les requêtes sur ce même origine. Priorité 2 fait que si la priorité 1 tombe, donc si en l'occurrence dans mon exemple la fonction tombait, je redirigerai toutes les requêtes vers une autre fonction qui supporterait la charge et qui serait dans une autre région. On peut baser ça aussi sur la pondération, le poids, je vous en ai parlé tout à l'heure, etc. Là, on va définir la sonde d'intégrité. Vous avez, comme pour l'application Gateway, la possibilité de faire des affinités de session. Et puis là, vous définissez les règles de load balancing. Une fois qu'on a fait ça, vous avez défini les protocoles acceptés, les redirections éventuelles, les origines groupes. Vous pouvez forwarder les protocoles aussi en HTTPN, en HTTPS, en HTTP ou en définissant clairement la requête incoming. Vous pouvez définir aussi le cache directement, ainsi que la compression. C'est un point qui est important. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez créer votre application Gateway et vous allez avoir vos utilisateurs qui vont être dirigés. Alors dans mon cas, tout va être dirigé sur une fonction. Donc un cas concret, je vous l'affiche directement sur la tablette. Un cas concret, je ne sais pas si c'est visible pour vous. J'espère que oui. Mais là, ici, l'utilisateur tape www.contoso.com. Il arrive sur le front door sur lequel je lui ai adjoint un Web Application Firewall. En fonction de sa requête, donc de l'URL qu'il a tapé, est-ce qu'il a tapé contoso.com/search/static/ tout court. Donc là, par exemple, s'il a tapé / tout court, on va le rediriger vers une web app directement. Ou /search, pardon. Dans l'exemple, c'est /search. On va le rediriger sur une web app avec une base CosmoDB qui lui est associée. Si il a tapé / tout court, il va être redirigé sur une région spécifique en fonction des règles de routage, donc sur un ensemble de VM qui sont mappés avec une base SQL. Mais il peut très bien être redirigé vers une autre région avec une autre priorité. Donc là, par exemple, cette région serait priorité 1, cette région priorité 2. Et ce qui se passerait, c'est que quand il taperait contoso.com, tant que la région 1, ici, symbolisée ici, est up, toutes les requêtes iront vers cette région. Le jour où cette région tombe, automatiquement, il va passer à la région basée sur la priorité 2 et il va rediriger les requêtes ici sur ce groupe origine. Là, on voit aussi que si vous tapez statique dans l'URL, vous allez être dirigé vers telle base de données. Et puis aussi, si vous avez un FQDN, un service que vous avez publié au sein de votre entreprise, on va pouvoir l'utiliser comme endpoint. Voilà ce que vous permet de faire le front door. Donc c'est un service qui est global. C'est vraiment un point important à prendre en compte. Dans quel cas je vais prendre le front door? Quand j'ai besoin de support multi-région. C'est un des vrais critères que vous allez utiliser. Alors, pas que, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais comme tu nous as dit qu'on pouvait faire un failover entre deux régions, je peux très bien avoir un service qui est en France-Centre, et je veux que si France-Centre tombe, mes utilisateurs aillent, par exemple, en West Europe ou en North Europe. Ça serait pas déconnant, en fait. Faut pas voir le front door uniquement que sur du multi-région pour de la répartition de charges, avec du Cosmo derrière qui serait répliqué. Ça serait plutôt aussi avoir un failover. Alors moi, ce que je conseille souvent à mes clients, quand ils en ont la possibilité, c'est plutôt que d'utiliser un front door, s'ils sont sur du mono-région avec un failover sur une autre région, c'est d'utiliser un app gateway et de faire du YAC, donc du Terraform, du Bicep, pour que si la région A tombe, on reconstruise l'infra avec une application gateway dans la région B. Cette méthode, elle présente quand même le désavantage que si la région A tombe, comme l'application gateway dans la seconde région qui va être créée aura une autre IP publique,
il va falloir changer cet IP public auprès des noms de domaine qui étaient hébergés dans la région A. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir un TTL à mettre sur les enregistrements DNS au minimum pour avoir une propagation sur toutes les régions du monde vers la nouvelle IP de la nouvelle application Gateway. Alors, c'est une bonne question. J'ai Flo qui me dit derrière, cela vaut mieux avoir un front door ou une app gateway pour avoir la PIM derrière. En fait, ça dépend. Si ton APIM a vocation à répondre à des services qui sont dans plusieurs régions, ou si ton APIM, lui, tu vas le concentrer que sur une seule région. Et donc concrètement, bah, tu peux avoir un front door avec un APIM derrière, ça marchera très bien. Comme tu peux avoir une application gateway avec un APIM derrière. Un autre point aussi, c'est que l'application Gateway, lui, peut avoir une IP privée. Et de mémoire, la PIM, vous pouvez aussi le créer avec une IP privée. Et donc, ça permettrait d'avoir, au final, une gestion d'API management qui serait uniquement en adressage privé, grâce à l'application Gateway. Ce que tu n'auras pas avec un front door, puisque le front door, lui, c'est un service qui est, dans tous les cas de figure, public. Tu ne peux pas lui adjoindre d'IP privé. Voilà pour ta question. Avant qu'on termine sur le front door, on va revoir une dernière fois l'arbre de décision. Donc je vais continuer cette fois, je vais parler vraiment de l'App Gateway. Donc cette icône-là que vous voyez, c'est l'icône de l'App Gateway. Et cette icône-là, c'est l'icône du front door. Et d'ailleurs, cette icône-là, c'est l'icône de l'Azure Load Balancer. Comme ça, au moins, tout le monde a l'info. Donc, on en était là. Est-ce que mon application, elle est HTTP, HTTPS? Oui. Est-ce qu'elle a besoin d'être Internet facing? Est-ce qu'elle a besoin d'être sur Internet? Si non, alors on déploie l'App Gateway avec une IP privée. Si oui, alors il faut se poser la question, est-ce qu'elle est multi-région? Est-ce que mon site web est multi-région ou pas? Donc on va partir du plus simple. Mon site web, il est monorégion. D'accord? Ici. S'il est monorégion, eh ben, on va partir sur de l'application Gateway. C'est ce que je vous expliquais au début. Mais si, cette fois, il est multi-région, alors, première question à se poser, est-ce que j'ai besoin de faire du déchargement SSL ou du SSL de bout en bout? Si oui, eh ben, je vais adjoindre à mon front door une application Gateway. C'est cette branche-là. Sinon, alors, est-ce que dans mon backend pool, je vais avoir des services PaaS? Si oui, je peux rester sur du front door. Si ce n'est pas forcément des services PaaS, mais si c'est un service PaaS à base de Kubernetes, eh ben, je vais pouvoir là aussi lui adjoindre une application Gateway. Pourquoi je lui adjoins l'application Gateway? Tout simplement parce que l'application Gateway va gérer la répartition entre les zones de disponibilité. Et sur de AKS, ou même ici, quand vous avez du déchargement SSL, ce que ne fera pas le front door encore une fois. Et dernier cas de figure, c'est un service qui est global, il n'a pas besoin de déchargement SSL, par contre j'ai que des VM derrière. Vous pouvez utiliser le front door avec l'Azure Load Balancer, qui est le dernier critère. Sachant que ça commence à disparaître, puisque on l'a vu, Microsoft a annoncé que désormais, vous pouvez avoir la gestion couche 4 des requêtes au travers de l'application Gateway. Donc plus tard, vous pourrez avoir ici, quand ça sera en General Availability, un AG, quand bien même vous avez que des VM derrière, puisque pour rappel, l'AG, il va gérer du VM, de la VMSS, de la web app, comme backend pool, et même maintenant, on l'a vu, des conteneurs. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 5e module qui était consacré au load balancer qui travaillait sur la couche 7, HTTP, HTTPS, donc la couche application du modèle OSI. On a vu ensemble aujourd'hui que l'application Gateway était un load balancer monorégion qui gérait les zones de disponibilité. Il faisait de la réécriture d'URL, la redirection d'URL, du déchargement SSL. Bref, il a pas mal de fonctionnalités pour au final rediriger les requêtes des utilisateurs sur des backend pools. Ces backend pools peuvent être de forme VM, VMSS ou même web app. Ensuite, on a vu ensemble le front door
qui est ni plus ni moins qu'un application gateway, mais multi-région, qui permet, lui, de gérer ce qu'on appelle des origines, donc des origines qui sont des endpoints publics, qui sont basés sur des services PaaS Microsoft, par exemple. Donc on va retrouver tout ce qui est storage account, API management, mais aussi l'application gateway ou même des web apps. On peut adjoindre derrière le front door une application gateway, et cette application gateway va gérer la redirection des requêtes de manière plus fine dans une région Azure au travers des zones de disponibilité, par exemple. Donc on a ce type de topologie. Et puis on a terminé cette session par un détail, d'une certaine façon, par une explication concrète de l'arbre de décision qui va vous permettre de choisir tel load balancer plutôt que tel autre dans Azure. J'espère que cette session vous a plu. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Salut tout le monde! Preview.